Bonjour à tous, bonjour Justine. Bonjour. Bienvenue pour un nouveau Neurolive. Aujourd'hui, donc avec Justine Vido, sur la thématique de l'intervention précoce chez les enfants de 3 à 6 ans en psychomotricité. On va pouvoir échanger aujourd'hui parce que du coup, forcément, on va voir un petit peu comment il pourrait y avoir une complémentarité entre la psychomotricité et puis la neuropsychologie. Comment on peut observer justement le développement des compétences chez les jeunes enfants, donc à partir de l'âge de 3 ans. Comment après, du coup, on peut aussi intervenir pour éventuellement minimiser des risques de développement peut-être un petit peu trop lent dans certains domaines. Voilà, du coup, donc, vidéo assez intéressante, même très, 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 très intéressante. Du coup, donc, je te remercie, Justine, d'avoir accepté de faire cette vidéo, même carrément me proposer, hein, parce qu'en fait, tu m'as proposé la thématique. Et effectivement, c'est extrêmement intéressant et je pense que ça va être extrêmement utile à beaucoup de parents et également des professionnels qui vont pouvoir éventuellement réorienter les patients si jamais voilà, ils se posent des questions par rapport à l'enfant. Euh, on va d'abord un petit peu se présenter, vu que du coup c'est la première fois que là, les personnes te voient, en tout cas sur un Neurolive. Et puis après, voilà, on pourra commencer la vidéo tranquillement. Ok. Bon, mais je te remercie en tout cas de m'avoir invité et puis qu'on ait pu mettre en place cette vidéo. Bon, pour nous, si on n'avait pas le choix, c'était obligé qu'on le fasse par Zoom, puisque même si il y a un confinement, voilà, moi je suis située à Dubaï, donc voilà, je trouve que c'est en tout cas une bonne opportunité d'échanger et puis de parler d'un thème voilà, que j'aime bien et que je pratique dans mon quotidien, dans ma pratique à Dubaï. Donc voilà, on va pouvoir parler de ça. Donc moi, je suis psychomotricienne depuis 2013. J'ai commencé mon travail en France. J'ai travaillé en fait avec beaucoup d'enfants et d'ados et j'ai toujours travaillé en équipe en fait, soit avec des orthos, soit avec des psychologues, des neuropsychologues. Et puis il y a 3 ans, je suis arrivée à Dubaï où voilà, j'ai commencé à travailler dans un centre qui ressemble un petit peu à un CMPP. Donc Ok. il y a une neuropsy, il y a des orthophonistes et puis voilà, il y a moi en psychomotricienne. Voilà. Après, on se déplace aussi beaucoup dans les écoles et en mettant en place notre travail de réseau, en fait, avec les pédiatres de la ville, les crèches et les écoles maternelles, on s'est rendu compte qu'il y avait besoin, en fait, de développer des choses dans l'intervention précoce ici, puisqu'il n'y a pas de psychomotriciens, il n'y a pas de professionnels paramédicaux qui interviennent en crèche. Donc D'accord. voilà, c'est comme ça aussi que ma pratique s'est faite. Et puis, c'est vrai que j'aime bien travailler avec les jeunes enfants. Donc c'est Super. pour ça que je t'ai proposé, en fait, d'aborder ce sujet aujourd'hui. Super, super. Ouais, carrément. Même d'ailleurs, ça pourrait être aussi intéressant de voir un peu les différences qu'il y a peut-être entre le système à Dubaï et puis le système en France. Alors, c'est pas forcément pour critiquer quoi que ce soit, hein, mais c'est simplement en fait Oui, pour voir éventuellement qu'est-ce qui pourrait se faire dans les deux sens. Voilà, comment en fait on pourrait faire évoluer les choses dans le bon sens. Tout ça, encore une fois, en fait, pour aller dans le sens du patient et faire en sorte que bah, l'enfant puisse grandir dans les meilleures conditions et puisse bénéficier des prises en charge nécessaires le plus rapidement possible. Euh, bon, bah, du coup, donc alors, est-ce que tu veux commencer par exemple par nous dire un petit peu comment tu fais par exemple pour évaluer les enfants? Donc entre 3 et 6 ans, c'est quoi en fait une évaluation en psychomotricité? alors, en fait, l'évaluation en psychomotricité, au début, ça commence, tu sais, toujours par, j'imagine, comme toi, la prise d'un rendez-vous avec les parents qui nous appellent parce que soit il y a la maîtresse qui leur a dit, par exemple, leur enfant est très agité, il a du mal à se poser, il a du mal à se concentrer, ou sinon, il y a des choses, voilà, comme la tenue des ciseaux ou après la tenue du crayon. Voilà, il y a une plainte qui est faite, je pense, pour moi, de l'extérieur, souvent, où des fois, D'accord. les parents eux-mêmes notent quelque chose et c'est peut-être soit le pédiatre qui les oriente vers moi. Donc, du coup, je fais un petit peu déjà un état des lieux au téléphone pour savoir en fait quel professionnel serait le plus adapté. Puisque moi, dans le centre où je travaille, voilà, comme on est plusieurs professionnels, on aime bien travailler ensemble et toujours décider de la priorité. Donc, Parce ça qu'en veut dire fait, que dès la prise de contact en fait, déjà par téléphone, ouais, tu vas voir déjà vers qui il faudrait éventuellement orienter le patient. c'est ça. Parce Ok. qu'en fait, à l'inverse, tu sais, du système où j'étais en France et où là, on pouvait en fait recevoir la famille, commencer en fait
souvent c'était la psychologue qui faisait un premier contact, un premier bilan. Mais en fait, ici, comme on est à Dubaï et qu'il n'y a pas de système de remboursement, tu vois, avec la caisse d'assurance maladie, les mutuelles, donc en fait, on préfère toujours indiquer le bon professionnel dès le début, même si c'est vrai, on a un risque de se tromper puisqu'on n'a pas vu l'enfant. Mais voilà, on veut en tout cas limiter le risque d'orienter la famille et de commencer un bilan si au final le professionnel n'est pas celui qui est le plus indiqué. Et puis ensuite, moi, le bilan que je fais avec les jeunes enfants, les parents peuvent être présents. Après, ce n'est pas toujours le cas, puisque moi, je propose toujours en fait un temps dans le bilan où le parent puisse être à l'extérieur et où je peux commencer à faire certains tests, puisqu'il y a des tests pour les jeunes enfants. Donc voilà, on peut faire seul parce qu'aussi, tu sais, des fois, quand il y a le parent qui est là, l'enfant est un peu perturbé, il regarde toujours sa maman avant de faire quelque chose. Il y a des parents aussi qui veulent aider. Et du coup, c'est difficile, tu vois, d'avoir des vrais résultats. Là, par exemple, ouais, moi, typiquement, en fait, les enfants, alors moi, je vais recevoir les enfants à partir de 2 ans et demi. Et c'est sûr qu'avant l'âge de 6 ans, on va dire, grand max, parfois, ça peut être un peu difficile parce que l'enfant, bon, bah voilà, il va avoir 3 ans, il va avoir 4 ans. Euh, il n'est pas forcément super à l'aise avec un inconnu qui est le professionnel. Et c'est pas trop ce qu'on va attendre de lui. Il n'est pas forcément à l'aise avec le fait de devoir rester seul alors que les parents ils vont être à côté dans la salle d'attente. Tu fais toi ou pas quand même le rendez-vous d'anamnèse? Est-ce que lorsque la première fois que tu vois les parents et l'enfant, il y a quand même en fait un temps d'entretien d'anamnèse où tu vas de façon peut-être un petit peu plus approfondie voir quelle serait la plainte? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont pu observer telle ou telle chose au niveau du comportement, au niveau du développement? Est-ce qu'il est déjà par exemple suivi par d'autres professionnels? Est-ce que tu prends quand même en fait aussi un temps d'anamnèse? Oui. Ouais. Après, c'est vrai qu'il y a une grande partie de l'anamnèse qui se fait aussi au travers d'un dossier que nous, on envoie aux familles. Et c'est aussi, tu sais, pour ça qu'on fait un long rendez-vous téléphonique à l'avance avec les informations qu'on a reçues qui nous permettent de construire l'anamnèse pour ensuite orienter l'enfant. D'accord. Mais quand je les reçois, je pense que j'y consacre peut-être 20 minutes, puisque moi, il y a des questions que je vais un peu plus cibler. Ou, voilà, je vais leur dire, voilà, comment était votre enfant lorsque c'était un bébé, comment vous l'auriez décrit, ou que vous disent les personnes de votre entourage sur votre enfant. Est-ce que c'est un enfant dynamique, explosif, tu vois, je pose aussi des questions un peu comme ça. Donc oui, il y a quand même une partie qui est Ouais, on réservée pour retrace un peu ouais. Et le où du développement coup, de tu l'enfant. reçois l'enfant, la maman en même temps, souvent, même des fois, il y a le papa aussi. Et voilà, déjà, ça permet de poser un petit peu les choses. Je vois que l'enfant, il regarde ce qu'il y a dans ma salle. Donc, moi, j'ai une salle avec beaucoup de matériel, plein de ballons, C'est génial. voilà, des blocs de construction, des Lego. Il y a une table aussi avec plein de feutres. Donc voilà, après, Les en fait, bureaux des psychomates, c'est toujours les meilleurs bureaux, hein. c'est pour ça qu'ils acceptent de rester avec nous. C'est parce que voilà, vraiment, tu vois, l'enfant, au début, il est assis, il te regarde comme ça, et puis après, il commence à tourner la tête. Et Ah ouais. là, il voit tous les jeux. Donc voilà, il commence à explorer. C'est bien aussi, tu vois, même si je discute avec la maman, j'observe aussi en même temps, voilà, comment il se comporte, qu'est-ce qu'il va chercher comme jeu, est-ce qu'il nous les amène, est-ce qu'il prend les jeux pour les montrer à Oui. sa mère, est-ce qu'il les amène au bureau, est-ce qu'il joue seul. Donc voilà, il y a déjà une observation qui commence comme ça. Parce qu'en fait, nous, en psychomotricité, les tests qu'on peut faire avant 6 ans, il n'y en a pas beaucoup, hein. D'accord. Il y a par exemple le MABC, Ok. qui est un test où on évalue en fait au niveau du développement moteur toutes les capacités de dextérité manuelle, de coordination aussi visio-manuelle. Il y a des jeux où en fait il faut viser, où il faut lancer, et puis l'équilibre. Donc ça, c'est des tests qui ont été standardisés. On peut arriver à avoir des scores. Après, c'est vrai que l'enfant doit quand même suivre tout le protocole. Ça dure à peu près combien de temps une passation de MABC? Passation de MABC, ça dépend, ça peut être assez rapide. Avec les jeunes enfants, moi, je pense peut-être une demi-heure, D'accord. puisque Ok. tu vois, j'incorpore quand même des temps de pause. Et puis, on fait des jeux entre aussi pour pas que tout soit... parce que c'est très cadré, il faut quand même qu'il Oui, y ait ouais, de toute façon, des à cet âge-là, consignes. l'enfant, il n'arrivera pas à Ouais. suivre. Mais non, je pense qu'effectivement, bah, du coup, là, les temps de pause, ça, c'est fondamental. C'est très bien de rappeler, donc, c'est des batteries de tests qui vont être normées. Donc, il y a des normes standards, et du coup, les normes standards permettent justement de pouvoir comparer avec la tranche d'âge. Parce que c'est toujours intéressant, en fait, de pouvoir se dire, bah,
je sais pas, je me mets à la place en fait, d'un parent, on va avoir éventuellement tel ou tel ressenti par rapport au développement de notre enfant. Puis en même temps, on n'est pas sûr parce qu'on se dit, bah, c'est le premier. Est-ce qu'à 2 ans, il doit savoir faire ci, il doit faire ça? Ou bon, là, on est sur 3-6 ans. Donc, est-ce qu'à 4 ans, il doit savoir faire ci, faire ça? C'est bizarre. La maîtresse, elle me dit que que mon enfant arrive pas à tenir en place, mais à la maison, il tient en place. Du coup, qu'est-ce qui est normal? Qu'est-ce qui est pas normal? Ce qu'il y a d'intéressant en fait avec les batteries de tests qu'on peut donc proposer aux enfants, c'est que c'est des batteries de tests qui vont être normées et qui permettent de voir comparativement à la tranche d'âge où se situe l'enfant. Est-ce qu'il est dans la norme? Est-ce qu'il est au-dessus? À ce moment-là, ça prouvera il a des facilités, hein, tout simplement, sans que ça soit trop au-dessus ou là, à ce moment-là, ça sera atypique. Ou est-ce qu'il est en dessous? Et même du coup, lorsqu'il va être en dessous, on a tout à fait le droit en fait d'avoir des points faibles sans que ce soit un trouble. Mais justement, c'est de voir en fait à quel point il va être en dessous. S'il est trop en dessous, à ce moment-là, on parlera de trouble ou de déficit. À ce moment-là, du coup, on tendra normalement vers un diagnostic. Mais donc, c'est important de dire que bah, voilà, en fait, on utilise des batteries de tests qui vont être normées et qui, bah, pour le coup, en fait, ne vont pas forcément prendre en compte justement les attentes des parents et puis l'exigence d'un niveau scolaire. Et tout, c'est de voir comparativement à un autre enfant de 4 ans, où est-ce qu'il se situe? Est-ce qu'il est dans la norme? Ou voilà, est-ce qu'il est au-dessus ou en dessous? C'est ça. Le... Comment? Pardon. Non, je disais, comme ça, on compare toujours à un âge Ouais, théorique développemental. Et ça, je leur dis tout le temps. Après, les tests qui sont normés, c'est très bien, mais on ne se fie pas qu'à ça non plus, puisqu'aussi, on voit l'enfant à un moment donné, à un instant T, et il y a plein de choses qui viennent influer, en fait. bien Ce sûr. test, donc, bon, on ne se fie pas qu'à ça. C'est vrai que ça nous donne des repères. Et le moment, tu sais, où on discute justement de nos résultats avec les parents, c'est souvent assez intéressant. Puisque quand je leur dis avec moi, il n'a pas, par exemple, il n'a pas souhaité tracer avec un crayon sur une feuille et qui me disent, ah bon, à la maison, il le fait tout le temps, il adore. Donc voilà, on a nos résultats, c'est vrai, nos observations, mais après, il faut toujours les mettre en lien avec aussi le regard des parents. Tout à fait. Ouais, le côté en fait où finalement on est tous, on travaille ensemble Ouais, autour du développement de l'enfant et on s'assure que ce qu'on va avancer est quand même cohérent par rapport à la réalité des performances de l'enfant. Parce que c'est vrai, un enfant de 4 ans, bah, justement, peut-être qu'il ne va pas être super à l'aise pour faire telle chose en face d'un inconnu, d'une inconnue, dans un lieu qu'en plus il ne connaît pas. Alors qu'à la maison, bah, il est dans son environnement, il est super à l'aise, donc il n'aura pas de souci pour faire telle chose. Bah, d'ailleurs, en fait, moi, parce que tu sais, avais commencé par exemple par dire que tu pouvais plus ou moins en fait, laisser par exemple les parents avec l'enfant lors de la passation de test. Ça, je ouais, pense qu'en fait, c'est vraiment chaque professionnel, hein, il fait un peu comme il veut, il n'y a pas vraiment de règles à suivre par rapport à ça. Perso, moi, je préfère toujours, même si parfois il faut prendre un petit peu plus de temps avant que l'enfant et tout soit à l'aise, je préfère quand même que du coup l'enfant soit vraiment seul mm, euh, parce que parce qu'en fait j'ai toujours fonctionné comme ça et je sais que bah, même si par exemple il faut prendre 30 minutes de plus, 45 minutes de plus et qu'il faut jouer par exemple dans la salle d'attente avec l'enfant avant qu'il soit vraiment à l'aise avant de venir au bureau, bah, je préfère ça que du coup après être vraiment tranquille avec l'enfant pour essayer de travailler avec lui. Après, je sais qu'il y a d'autres professionnels aussi, il y a d'autres neuropsy peut-être qui acceptent que les parents soient là pendant la passation. Euh, en fait, c'est que j'ai trop la crainte, tu sais, du parent qui va pas supporter en fait que l'enfant ne sache pas faire et qui va vouloir le faire à la place de l'enfant. Tu vois, c'est vraiment le côté là au moins comme ça. Bon, je me dis, il peut pas y avoir les parents qui se disent mais non, mais si, mais c'est ça. Voyons la réponse par exemple. Donc, c'est ça. C'est vrai que moi aussi, 90% du temps, les parents ne sont pas là, mais c'est vrai que voilà, quand tu proposes quand même un deuxième rendez-vous et que là aussi l'enfant n'arrive pas à se détacher. Puis moi, c'est des choses en fait motrices. Donc c'est vrai que les parents ne peuvent pas sauter à la place de l'enfant, même si quand même je pense que ça a une influence que les parents soient là. Mais bon, voilà, je me dis d'un côté, bon, ils ne peuvent pas non plus trop venir faire bouger les résultats. En tout cas, j'ai toujours eu en fait à la fin, même quand ensuite je revoyais l'enfant et qu'il était très à l'aise, qu'on commençait à faire des séances juste en individuel, voilà, j'ai jamais vu quelque chose de très incohérent entre le moment où les parents étaient là et où ils étaient sortis de la pièce. bon, nickel. Et voilà. Après, ça, c'est quand on les rencontre aussi plusieurs fois. Parce que c'est ça
qui est important, que je crois que je n'ai pas mentionné tout à l'heure, mais on ne peut pas tout faire en un rendez-vous avec les jeunes enfants. On est obligé de les voir 2-3 fois. Ça, c'est un point essentiel. C'est vrai que c'est pour ça que d'ailleurs, justement, je demandais en fait de combien de temps ça durait la passation du MABC. Mais c'est parce que, bon, de toute façon, j'imagine que voilà, il y a quand même plusieurs batteries de tests qui existent. Après, ça, c'est vrai, en fait, en grandissant dans l'âge de l'enfant, en fait, peut-être qu'il y a plus de batteries de tests, justement, qui permettent de pouvoir évaluer de façon spécifique chaque domaine de compétences de l'enfant. Mais par exemple, moi, avant l'âge de 6 ans, je le dis aux parents, c'est que dans 80% des cas, c'est pas possible en fait de le faire en une fois. Parce que de toute façon, c'est trop long, parce qu'il y a trop d'exercices et que l'enfant, quand bien même il soit super motivé, que tout se passe très très bien, il va fatiguer, c'est normal. Un enfant de 5 ans, au bout de X minutes, il fatigue et donc ça sert à rien de vouloir le faire absolument en une fois. Donc voilà, on le fait en 2 fois. C'est pas pour autant que l'enfant, c'est-à-dire qu'il n'a pas réussi. Même limite, parfois au contraire, c'est parce qu'en fait, il est allé loin dans les exercices. Et comme il est allé loin, ça a pris du temps. Et donc, il faudrait en fait faire un autre rendez-vous pour vraiment terminer le bilan et s'assurer que les résultats qu'on avancera correspondent à la réalité des performances de l'enfant. Mais effectivement, c'est important en fait, de le rappeler pour rassurer aussi les parents en se disant, bah voilà, euh, il n'y a rien de grave si par exemple vous devez assister à la passation, il n'y a rien de grave si on vous dit de ne pas assister à la passation, il n'y a rien de grave si c'est fait en une fois, si c'est fait en 3 fois, c'est pas grave, c'est pas ça en fait qui importe. Ce qui importera, c'est les résultats qu'on avancera avec l'interprétation du professionnel qui aura été amené à voir l'enfant et qui saura du coup vous dire ce qu'il en est par rapport aux compétences de l'enfant et éventuellement donc préconiser telle ou telle prise en charge, soit en psychomotricité ou alors auprès d'un autre professionnel. Donc du coup, en gros, donc voilà, vous utilisez donc les bilans pour déjà donc l'évaluation pour voir un peu donc quelles sont les compétences de l'enfant. Est-ce que tu as d'autres ou pas des batteries de tests, par exemple entre 3 et 6 ans? Alors, je sais que j'ai un test pour l'attention, mais Ok. je l'utilise pas tout le temps. Je pense que tu dois le connaître, c'est le test du Thomas, qui commence à 3 ans. Euh, J'ai pas non plus, hein. hmm. En tout cas, moi, je l'utilise pas. Je connais personne qui l'utilise autour de moi. Non, moi je sais que j'ai essayé plusieurs fois et en fait je préfère maintenant plutôt utiliser le questionnaire du profil sensoriel de Dunn. D'accord? En fait, voilà, parce que aussi j'ai fait une formation plutôt sur l'approche sensorielle, le développement sensorimoteur. Voilà, depuis que j'ai fait ça à Dubaï, en fait, je prends aussi en compte, en fait, on va dire, plus l'expertise des parents, parce que vraiment, je leur dis, ils ont une expertise de leur enfant. Souvent, tu sais, je leur dis, mais moi, je suis spécialiste du développement psychomoteur de l'enfant, mais vous êtes spécialiste de votre enfant. Donc, souvent, je leur donne en fait le questionnaire à remplir, dans lequel ils notent comment l'environnement vient influencer le comportement de leur enfant à différents niveaux. En fait, est-ce qu'il peut être gêné soit par des stimulations visuelles ou sonores? Est-ce que par exemple il a peur des bruits forts? Est-ce qu'il n'aime pas qu'on lui coupe les ongles, qu'on lui brosse les cheveux, des choses comme ça? Parce qu'en fait, je trouve qu'il y a vraiment un lien très fort entre toutes les informations sensorielles que l'enfant reçoit et la manière dont il développe ensuite ses compétences. Donc, j'utilise ça aussi qui est du coup normé, qui est d'ailleurs normé. Et ici, j'utilise souvent la version UK, Oui. d'ailleurs, la D'accord. version britannique, plus que la version française. Parce qu'il y a quand même dans la manière dont on vit ici, ça ne ressemble pas du tout à la France. Ouais. Donc, du coup, je préfère me baser sur ces normes-là. Puis, il n'y a pas vraiment, en fait, un lien avec le langage. Donc, ça ne vient pas trop gêner. Alors, ce questionnaire-là, c'est plus. Est-ce que, alors en gros, en fait, ça serait à visée diagnostic ou alors vraiment plus à visée dépistage pour voir s'il n'y aurait pas une raison éventuellement de creuser peut-être un petit peu plus davantage sur tel ou tel domaine? Non, c'est pour ça que je l'aime bien. C'est qu'à la fois, on peut vraiment diagnostiquer quelque chose comme un trouble de la modulation sensorielle. Un enfant qui, par exemple, serait hypersensible à une catégorie de stimulation comme les stimulations visuelles, les stimulations tactiles. Et en même temps, ça nous permet aussi de savoir un petit peu le profil sensoriel de l'enfant, mais qui reste euh, dans le cadre de la normalité, parce qu'on a tous des sensibilités différentes
à certaines stimulations. On est tous plus sensibles, par exemple, à la lumière, ou on est tous plus sensibles au bruit. Voilà, quelque chose qui reste dans le cadre en fait du normal, mais qui moi va beaucoup m'aider parce qu'en fait, suivant les stimulations que l'enfant aime, ensuite je vais pouvoir proposer des activités qui rentrent dans ce cadre-là de Ok. stimulation. Du coup, ça va beaucoup l'intéresser et il va encore mieux développer ses compétences si je m'appuie sur ça. Ouais, ça, c'est très bien, ça. D'accord. Ouais. J'essaye vraiment en fait de savoir où est l'enfant dans son développement, où est-ce qu'il en est en termes de compétences, mais aussi dans ses affinités. J'ai envie de savoir quelles sont ses forces, sur quoi je vais m'appuyer, et au contraire peut-être quelques fragilités, des choses qu'on peut en fait améliorer. C'est ça aussi, c'est parce que alors, ça peut arriver très souvent que l'enfant, si par exemple il présente des difficultés, hein, des axes à améliorer, bah, c'est possible que du coup aussi à côté, en fait, s'il présente des points forts, de vrais points forts, et que finalement, en fait, il compense. Il compense en Ouais. fait en s'appuyant vraiment sur ses points forts pour pallier un petit peu en fait à ces difficultés, et que en gros l'adulte ne voit pas forcément en fait que l'enfant présente des difficultés. Alors là, bon, là c'est par exemple, j'ai un exemple, mais ça peut arriver aussi pour d'autres, hein. C'est par exemple les enfants tu sais, qui vont avoir des difficultés par exemple à lire, à rentrer dans la lecture, vont utiliser leur mémoire en se disant, bah voilà, en fait, je vais retenir ce que la maîtresse elle a dit, ou ce que mes parents en fait, ont lu pendant les devoirs. Et puis après, je ferai comme si en fait je sais lire, mais c'est parce que Mm. j'ai pas envie de leur montrer que je ne sais pas lire, que j'ai des difficultés là-dedans. Il y a d'autres enfants qui vont fonctionner beaucoup en fait à la déduction en se disant, bah voilà, si ma maman elle crie et qu'elle me montre par exemple les jouets dans la chambre, bon, c'est qu'elle sûrement elle s'attend à ce que je les range, par exemple, que je les remette dans la boîte. Mais c'est pas pour autant que j'ai vraiment compris en fait ce que ma mère elle voulait dire, parce que je vais avoir des difficultés au niveau du langage oral, par exemple. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enfants aussi qui vont bah, compenser plus ou moins maladroitement, mais pour éviter que l'adulte voit en fait là où l'enfant il est en difficulté. Ce qu'il y a d'intéressant aussi, je pense que en fait c'est même limite, et il faudrait d'ailleurs en fait qu'on fasse une vidéo sur ça un jour, c'est de parler de la psychologie de l'enfant en fait. C'est vraiment avant même en fait de mettre en avant les difficultés éventuellement que l'enfant en fait pourrait présenter, et justement l'importance qu'il va y avoir dans la prévention et dans une évaluation précoce des compétences de l'enfant. C'est déjà en fait la psychologie de l'enfant, comment un enfant en fait évolue normalement, et bah voilà, de quoi il a peur, qu'est-ce qui le rend heureux, de quoi il peut être fier, tout ça, parce que ça rentre aussi en compte, hein, forcément dans le développement de l'enfant, et ça peut que jouer en fait sur aussi le développement de ses capacités. Donc, Non, c'est tout à fait vrai. ouais, D'ailleurs, quand je reçois des parents de jeunes enfants, j'explique toujours un petit peu qu'est-ce que c'est en fait le développement de l'enfant. ouais, t'as raison. Parce ils savent qu'il ne faut pas comparer les enfants, qu'ils se développent tous à leur rythme, qu'ils ne développent pas les mêmes compétences. Mais c'est bien aussi de faire des rappels, de dire, même si là on compare à une norme, on ne cherche pas à voir des enfants qui se ressemblent tous. Et c'est normal en fait qu'ils aient des forces. Et c'est Oui, normal que, oui, ils aient aussi des faiblesses parce qu'on en a même nous en tant qu'adultes. c'est ça. Tu vois ou pas beaucoup, là c'est pour faire un comparatif par exemple avec des orthophonistes, est-ce que tu vois ou pas beaucoup de parents inquiets justement, qui vont venir, alors après peu importe, alors on va dire par exemple des parents d'enfants, bah justement, allez on va dire entre 3 et 6 ans, qui vont venir en fait en consultation mais vraiment inquiets sur les compétences de leurs enfants. Ça arrive, surtout Ok. quand ça touche la motricité comme la marche. Voilà, on peut avoir des parents qui sont quand même inquiets. Après, des fois, je pense que tu en as aussi, ils arrivent et ils savent pas s'ils doivent être inquiets. Parce D'accord. que, ouais, bon, ça les inquiète un petit peu, mais en même temps, leur entourage lui dit, c'est bon, il va grandir, ne t'en fais pas. Donc, ils sont un petit peu perdus, ils savent même plus est-ce qu'ils doivent s'inquiéter ou non, Ouais, c'est justement. compliqué, bah oui, c'est parce qu'ils, ouais. Et en même temps, alors ça, on en discutait hein, juste avant la vidéo, et on va prendre le temps justement aussi de parler de ça. C'est que tu souhaitais justement en fait, comment dire, mettre en avant et appuyer le fait que bah quand même dans le doute, c'est quand même important en fait qu'il y ait une consultation, parce que tu disais que voilà, effectivement, c'est vrai que ça arrivait quand même assez souvent qu'on entende.
Oh, vous inquiétez pas, laissez-lui le temps, ça va se développer naturellement, ça va venir. Et en fait, on entend beaucoup ça, bah, parfois ça arrive que non, ça se développe pas normalement, naturellement, et que l'enfant, en fait, il est vraiment, vraiment en difficulté. Donc, non seulement tu souhaitais quand même appuyer sur le fait que, bah voilà, dans le doute, il vaut quand même mieux aller vers un professionnel. Euh, que le professionnel, bah, justement, en fait, je te laisserai continuer de nous dire comment ça se passe. Mais c'est pas parce qu'il y a une consultation auprès d'une psychomote qu'il y a tout de suite, voilà, on pose un diagnostic, on pose une étiquette sur l'enfant, tu ne prescris pas de médicaments. Donc, voilà, l'enfant ne sera pas sous médicaments parce qu'il aura rendez-vous avec une psychomotricienne. Que tu n'as pas le droit d'échanger avec qui que ce soit en dehors de la famille si la famille ne te donne pas l'autorisation. Donc, c'est pas parce que la famille vient te voir que on va prendre le téléphone en disant à l'école, au voisinage, à tout le monde ce que présente l'enfant. Donc en gros, en fait, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas de crainte finalement en fait, à avoir à aller vers une psychomotricienne, ou en tout cas à aller en consultation. Et, euh, et dans le doute, voilà, il valait mieux quand même en fait avoir ce rendez-vous pour au moins avoir l'avis d'un professionnel sur les compétences de l'enfant. Exactement. Surtout, en fait, quand on a la chance d'être en France et que tout est remboursé, vraiment, il ne faut pas hésiter en fait à prendre son téléphone et à appeler un des professionnels qui est près de chez nous. Après, je sais que c'est pas toujours facile. Il y a plein de centres qui sont comme les CMPP, les CMP qui ont des listes d'attente qui peuvent être de 2 ans. Mais quand même, voilà, si on a un doute, je pense qu'il vaut mieux poser la question à un professionnel et venir faire voilà, une rencontre, un bilan. Même des fois, au bout de quelques minutes, peut-être le professionnel va voir qu'il n'y a pas besoin d'aller au bout d'un bilan en 3 séances, que ça va. On va dire que peut-être les fragilités que le parent voyait dans le développement de son enfant, en fait, restent dans le cadre du développement normal. Donc, on peut être très rassuré. Mais au moins, voilà, on a quelqu'un soit qui nous rassure, soit qui nous dit, ah oui, je vois en effet les fragilités que vous voyez sur votre enfant, je les constate aussi. C'est vrai qu'il y a un petit décalage par rapport à la norme. Et du coup, à ce moment-là, de proposer quelques séances. C'est pas parce qu'on va voir un professionnel qu'on s'engage dans des suivis qui vont durer 6 mois, 1 an, 2 ans. Surtout chez les très jeunes enfants, en fait, ça peut aller super vite. Mm. J'ai plein de patients que je rencontre, je les vois 5 fois. Et voilà, on a pu discuter ensemble. Les parents peut-être changent aussi de positionnement avec l'enfant. Ils lui proposent par exemple plus des jeux dans les domaines qui sont un peu plus durs pour lui, par exemple plus des jeux moteurs, ou au contraire, s'il a du mal à se concentrer, ils vont proposer peut-être d'une autre manière des jeux pour l'aider à se concentrer, comme des jeux très sensoriels avec des choses à manipuler. Alors que oui, c'est vrai, l'enfant ne s'intéresse pas au coloriage, mais il y a quand même d'autres choses qu'il peut faire où il peut aussi se poser sur une activité pendant plusieurs minutes. Donc voilà, vraiment, pour moi, d'aller consulter un professionnel, ça ne veut pas forcément dire qu'on va avoir un diagnostic lourd derrière, qu'on va dire votre enfant a un problème et maintenant, hop, on se met en route et on fait un cadre avec des séances, des objectifs. Non, c'est vraiment chez les très jeunes enfants. On peut aussi demander un avis à une personne en plus qui, elle, connaît bien le développement de l'enfant. Et ensuite, des choses se mettent en place, mais c'est des choses en plus c'est des choses très ludiques qu'on fait en psychomotricité. C'est que des jeux. Ouais. Donc, juste, on va montrer et proposer à l'enfant des jeux qui vont stimuler peut-être la zone qui est un petit peu fragile de son développement psychomoteur. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, donc, imaginons que, donc, alors, il y a consultation. Alors, effectivement, de toute façon, les parents, en fait, c'est toujours eux qui décident, hein. Donc, quand bien même demain, le professionnel dise, bah, il vous faudrait 5 séances, il vous faudrait 10 séances. Si le parent n'a pas envie, il a pas envie. Donc, il a tout à fait le droit, en fait, de couper court et de dire, bah, non, j'ai pas envie, en fait, qu'il y ait de suivi. Après, là, normalement, ce qui se passe, en fait, c'est que tu as l'école qui va quand même continuer d'alerter par rapport aux compétences de l'enfant en disant, oui, mais là, l'enfant, il est vraiment en difficulté, donc il faudrait vraiment faire quelque chose. Et puis après, c'est comme ça qu'au final, en fait, on finit quand même toujours par dire, bon, bah voilà, c'est pour le bien de l'enfant hein, qu'on va lui mettre à disposition la prise en charge adaptée pour qu'il puisse bénéficier de cette aide pour pouvoir évoluer comme il le faudrait. Euh, donc les parents restent toujours en fait c'est ceux qui décident à la fin de si oui ou C'est non vrai. il y a prise en charge. Si l'enfant donc, présente des difficultés, donc justement, par exemple, voilà, tu as reçu un enfant de 4 ans, tu as fait une évaluation,
Donc, on pourrait appeler ça, on va dire, une évaluation précoce de ses compétences parce qu'il commençait à avoir des petites plaintes par-ci par-là, mais bon, par exemple, ça peut arriver aussi, les parents en fait vont dire oui, mais moi ça va, j'arrive à faire avec. Ouais, je sais il a 4 ans, bon, il continue de tomber assez souvent, il se fait des bleus partout, mais ça va, c'est pas grave. Pour l'instant, il s'est jamais fait vraiment très très mal. Euh, Toi, tu as observé par exemple que, je dis ça parce que vraiment en fait ça arrive, hein. Ça arrive Ouais, ouais, que ouais, c'est les exactement parents en fait te disent bah ça va, j'arrive à gérer, j'arrive à ouais, mais en face, tu as un enfant qui, lui, n'arrive pas à gérer. Comment toi, tu peux faire, en fait, finalement, pour les conseiller comme il faudrait? Comment tu vas mettre en avant que, oui, l'enfant, bah, en fait, il aurait quand même vraiment besoin d'une prise en charge en psychomotricité? Alors c'est vrai, je rappelle toujours ce que toi tu dis, c'est que les parents sont décisionnaires d'un suivi ou non. Parce que vraiment, je veux en fait qu'ils soient investis. Donc il faut qu'ils l'aient choisi d'un côté, Oui, ce suivi à mettre en place. C'est qu'ils aient compris l'intérêt. Et c'est pour ça, tu sais, quand on présente le bilan, je leur donne déjà des clés pour aider leur enfant au cas où, même si on décide de ne pas continuer la prise en charge pour plein de raisons, je ne sais pas, que ce soit pas possible au niveau des déplacements. Voilà, même si j'essaye de bien m'adapter à Dubaï parce que je me déplace chez les gens aussi. Mais voilà, on ne sait jamais. Si au niveau pratico-pratique, c'est pas possible ou si les parents ont besoin de réfléchir, en fait, je leur donne déjà en tout cas des clés pour un petit peu aider leur enfant. mhm. Et puis, je sais pas trop comment expliquer, mais en fait, ils ont aussi envie d'avoir peut-être une continuité, soit de revenir me voir régulièrement pour qu'on surveille l'évolution, ou soit quand même, oui, de commencer les séances. Et Est-ce que, puis, parce que moi, c'est l'impression que j'ai, alors, c'est que déjà, en fait, alors, on va dire qu'avant l'âge de 6 ans, ouais, aux 6-7 ans, la plupart du temps, les professionnels qu'on va être amené en fait, à voir, c'est justement les orthos et les psychomotes. mhm. L'impression que j'en ai, en fait, c'est ça. C'est que, bah, voilà, souvent, en fait, oui, on va s'interroger sur le développement psychomoteur de l'enfant et sur le développement du langage de l'enfant Ouais. avant de éventuellement se poser des questions sur les capacités mnésiques, les capacités attentionnelles, les fonctions exécutives qui viendront bien après. Donc d'abord, en fait, on va déjà se poser des questions sur le développement du langage et le développement psychomoteur. Est-ce que on observe assez rapidement une progression des compétences de l'enfant? Oui, Si après, l'enfant ça est dépend réceptif et toujours, hein. si, ouais, ça Ouais, dépend toujours de voilà ça dépend de plein de choses. ouais, mais enfin, en tout cas, moi, j'ai l'impression si on va dire, ça a bien matché avec le professionnel, si du coup l'enfant est réceptif, si l'enfant n'a pas de gros soucis au niveau, s'il n'a pas de retard en fait sur le plan intellectuel, normalement, en tout cas, il y a de fortes chances que à travers les jeux, à travers les séances proposées, donc que ce soit en cabinet ou en clinique, en structure, plus du coup, j'imagine les jeux qui pourraient être aussi faits à la maison, l'enfant Ouais. en fait progresse assez rapidement. Ah oui, hein. Moi, je trouve qu'on a vraiment une progression super rapide chez les enfants de moins de 6 ans, sauf si voilà, il y a comorbidité comme de Oui. l'autisme, voilà. Mais sinon, en général, ouais, en moins de 10 séances, 5 séances, des fois, ben, en fait, l'écart s'est réduit parce que je pense que nous, on a proposé des choses en tant que professionnels et le positionnement des parents a aussi changé. La manière de voir leur enfant, je pense qu'elle évolue, en fait, quand ils rencontrent un professionnel de santé, psychomote ou pas, hein, d'ailleurs. Et je pense que c'est pour ça qu'on va assez vite. Et puis, c'est vrai que l'enfant, il est jeune, tu- tout va plus vite, en fait. En quelques semaines, ils peuvent faire vraiment des progrès extraordinaires. Ça, effectivement, enfin, ouais, du coup, c'est ce que je dis à chaque fois, c'est que normalement, l'enfant, si tout va bien, bah, il a aucune raison en fait, de ne pas faire ce qu'on attendrait de lui. C'est que un enfant, normalement, si on lui propose quelque chose, évidemment, il faut que ça soit un minimum plaisant aussi pour l'enfant, mais normalement, il a envie de le faire parce qu'il a envie de rendre fier l'adulte qu'il a en face de lui, il a envie d'être fier de lui-même, il a envie éventuellement d'être valorisé, que peut-être on le récompense, il a envie de vouloir apprendre, de vouloir progresser. Normalement, un enfant, c'est comme ça qu'il pense. Donc, s'il ne fait pas ce qu'on attend de lui, si il présente des difficultés au niveau du comportement, si il se met vite en colère, s'il commence à pleurer très rapidement,
peut-être que derrière, en fait, il y a vraiment une incapacité, une difficulté, en tout cas, sur le plan moteur, au niveau du langage, au niveau cognitif, qui fait que, bah voilà, il est vraiment en difficulté, il ne sait pas comment l'exprimer, et qu'en fait, il faudrait peut-être creuser derrière ça. Parce que tu sais, tu as commencé en fait par dire que la plupart du temps, donc la plainte, elle est, bah, elle vient par exemple de la part des parents. Parce que justement, l'enfant, en fait, il est trop jeune pour pouvoir dire bah, excusez-moi, est-ce que vous pouvez faire attention à moi? En fait, en gros, j'ai des difficultés sur au niveau pratique, donc j'aimerais bien pouvoir bénéficier d'une prise en charge. Est-ce que du coup, vous pourriez me proposer une prise en charge? Comme il n'arrive pas à dire ça, donc il va se mettre à pleurer, il va faire des crises, il va peut-être parfois même utiliser les jouets, mais pas comme il le faudrait, il va casser certaines choses parce qu'il est en difficulté. Et qu'en fait, du coup, c'est à nous d'être un peu attentifs par rapport à ça et de voir là où il est vraiment en difficulté ou là où il ne veut pas faire, ce genre de choses. Euh, Est-ce qu'on peut ou pas, dès le plus jeune âge, intervenir aussi sur la gestion des émotions? Parce que je sais qu'il y a pas mal de psychomotes aussi qui du coup, en fait, interviennent sur la gestion des émotions. Alors, soit en fait, c'est carrément des séances vraiment dédiées en fait à ça, ou alors en fait, ça se fait par exemple un peu en fin de séance parce que bah, vos bureaux, la plupart du temps, c'est vraiment des salles de jeu. Et que bah, lorsque vous laissez un enfant de 5 ans avec tout plein de jouets, bah, après, il faut aussi réussir à le calmer en lui disant bah, la séance, elle est terminée et qu'il y a un autre rendez-vous. Donc, je sais aussi que voilà, vous apprenez aussi en fait, aux enfants parfois voilà, à se calmer, à se reposer, à expliquer que là, par exemple, c'est la fin de la séance. Mais est-ce que du coup, c'est possible dès le plus jeune âge comme ça de travailler la gestion des émotions? Oui, moi j'ai beaucoup de support pour travailler les émotions. J'aime beaucoup aussi utiliser les jeux de rôle. Par Ouais. exemple, quand on construit une cabane dans la séance, on peut faire plein de choses. Soit il y a plein d'enfants qui aiment par exemple jouer ben oui, au papa et à la maman, ou jouer avec des policiers et des voleurs. Ou en fait, on peut parler de plein de choses, soit au niveau social, soit au niveau émotionnel, juste avec des jeux, même avec les plus petits. Et les parents, des fois, comprennent pas trop comment ça marche, justement parce qu'ils se disent ah, mon enfant, il vous a dit que la semaine dernière, il avait fait une crise quand on avait été au magasin. Je dis non, voilà, on n'a pas fait de débriefing sur une crise qu'il a eue et je lui ai dit ah, pour mieux contrôler tes émotions, tu feras ça, ça et ça. Mais peut-être, voilà, on a juste fait un jeu de rôle et puis, oui, il a mimé quelqu'un qui faisait une crise et du coup, je tu sais, on a travaillé ça, mais de manière détournée, à l'intérieur du jeu, et sans forcément qu'il s'implique lui, qu'il parle de sa propre expérience, mais en fait, on a quand même travaillé les émotions de cette manière-là. Ah, ça, c'est super. Chez les jeunes enfants, c'est beaucoup comme ça que ça marche. Et je trouve qu'il y a vraiment des bons résultats, justement. Je pense que c'est... Bon, on rentre un peu dans les détails techniques, tu sais, sur la plasticité cérébrale, voilà, mais les enfants jeunes sont en fait assez malléables. Et quand on leur donne des outils, ils s'en servent vraiment, même si on joue, mais ça leur donne en fait quand même des, voilà, des clés pour un petit peu, ouais, pour se développer parce que je ne sais pas s'ils arrivent à se rendre compte qu'il y a des écarts entre eux et les autres enfants. En tout cas, ils les verbalisent très rarement. Des fois, il y a des enfants À qui me cet disent oui. âge-là, Ouais, âge-là, ils vont pas réussir vraiment en fait, à comprendre l'écart qu'il va y avoir avec les autres enfants. Ils vont commencer en fait à se rendre compte quand même que bah, c'est bizarre parce que bon, papa, maman, par exemple, ils vont me reprocher si, ou à l'école, en fait, on va me reprocher ça. Et donc forcément, en fait, ça va les rendre tristes et ça va pas non plus forcément les mettre vraiment, comment dire, ils vont pas être extrêmement enthousiastes à l'idée d'aller par exemple à l'école. Du coup, il y a beaucoup d'enfants qui je sais pas, dernière année de maternelle, vont pleurer à chaque fois qu'on les laisse, par exemple, juste devant l'entrée de l'école. C'est pas du tout parce qu'ils sont tristes, parce qu'en fait, ils vont se séparer de papa-maman, mais c'est simplement parce qu'ils savent qu'ils vont aller dans un environnement où peut-être que de nouveau ils vont être punis parce que ils n'arriveront pas à respecter telle ou telle consigne. Après, l'écart avec les autres enfants, généralement, en fait, cette prise de conscience, en tout cas, euh, qui impacte d'ailleurs énormément hein, sur la sphère psychologique de l'enfant et l'estime de soi de l'enfant. Pour moi, elle intervient quand même plus tard, vraiment vers 9, 10, 11 ans, en fait, où là, à ce moment-là, tu as vraiment l'enfant qui se plaint de mais pourquoi en fait un tel il y arrive plus facilement que moi, pourquoi moi je dois passer autant de temps à faire les devoirs lorsqu'il y a un petit frère et une petite sœur qui est là,
comment ça se fait que du coup elle y arrive, même tu sais, c'est souvent le petit frère va y arriver plus facilement en fait que le grand frère par exemple, qui présente des difficultés. Mais du coup, c'est vraiment cette plainte comme ça en fait, de façon poussée. En termes moi, de ce que je vois, c'est plus on va dire aux alentours de 9 ans que c'est vraiment poussé. Avant, c'est l'enfant qui se renferme sur lui-même, qui n'ose pas encore vraiment montrer s'il sait ou s'il ne sait pas. Euh, C'est qui, limite un peu. Ouais. ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Il y a beaucoup d'évitement avant, Beaucoup, je beaucoup trouve. d'évitement, on veut surtout pas attirer l'attention. On ne veut pas du tout être interrogé parce que bah, il sait très bien qu'il ne sait pas. Puis en même temps, il n'ose pas forcément demander de l'aide, il n'ose pas forcément dire qu'il ne sait pas. Donc c'est. Mais bon, raison de plus aussi pour finalement en fait nous en tant qu'adultes, que ce soit parents ou professionnels, être doublement plus attentifs en fait sur vraiment les compétences de l'enfant et se dire bah voilà l'enfant lui de lui-même en fait aura du mal à l'exprimer. Donc c'est à nous en fait de saisir quel est le niveau de l'enfant et de l'amener en fait à progresser et à travailler. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier que tu voudrais faire passer comme message, par exemple, aux parents sur justement en fait, l'importance de l'intervention précoce? Ben, ouais, juste pour un peu reprendre tout ce qu'on a dit maintenant, c'est que, en fait, intervenir chez un enfant qui est assez jeune, ça donne en fait des résultats rapides. Du coup, il ne faut pas avoir peur et repousser en fait ce moment où on va peut-être l'aider à travailler certaines choses et au contraire parce que des fois ils se disent oh, peut-être qu'il va s'inquiéter, il va se dire qu'il n'est pas comme les autres parce qu'on va voir un professionnel de santé, mais en fait l'enfant au final si pendant sa séance il joue, il va pas se dire j'ai un problème et je vais voir un professionnel. Non, il va juste se dire ah, je vais voir Justine ou Gabriel et je vais jouer avec lui et je passe un bon moment. Et comme tu dis, en plus en se développant, en ayant de nouvelles compétences, il se sent beaucoup plus fort, il a davantage confiance en lui. Euh, du coup, ouais, je vois en fait que du positif au fait d'intervenir tôt, même si ce n'est que pour voilà, faire 3 séances ou un bilan ou une rencontre et être rassuré dans l'évolution de son enfant et aussi avoir le regard d'un professionnel qui nous aide à savoir quelles sont les forces de notre enfant, ses faiblesses, les choses qu'il faudra peut-être un petit peu toujours stimuler et au contraire les choses où c'est bon, tout va bien, il a vraiment des bonnes compétences naturelles et il n'a pas besoin d'être soutenu. Donc je pense que ouais, d'avoir un regard juste sur son enfant, ça pourra que l'aider par la suite et autant le faire au début où c'est assez simple, c'est pas lourd, on s'engage pas dans des longs suivis. Et puis si au pire il y a quelque chose plus tard, au moins il aura en fait déjà gagné des choses puisqu'il aura déjà travaillé en fait avant avec un Oui. professionnel. Donc Ouais, l'intervention qu'on fera après, vers 7 ans, 8 ans, comme tu disais, 9 ans, je pense qu'elle sera aussi plus rapide à ce moment-là. c'est vrai. Parce qu'en fait, entre-temps, il y aura déjà eu en fait, une évolution positive, il y aura déjà eu un travail d'effectué. Euh, Parfois, en fait, aussi, bah, l'enfant va présenter vraiment de grosses difficultés, va présenter un trouble, par exemple. Et du coup, le trouble, en fait, on ne va pas guérir d'un trouble. Donc là, c'est au professionnel, avec justement ce travail avec l'enfant, en fait, à réussir à trouver des stratégies de compensation pour que l'enfant puisse quand même réussir à faire ce qu'on attend de lui sans que forcément l'enfant puisse guérir de ce trouble. Et ça, pardon, justement, ça se fait avec le professionnel parce que quand bien même l'enfant essaie de par lui-même ou que les parents essaient, par exemple, de trouver des stratégies compensatoires, on n'est pas sûr en fait que ce sont les bonnes stratégies. Ça se trouve, je sais pas, moi, je n'arrive pas à utiliser, on va dire, ma main droite comme il le faudrait. Je suis super maladroit avec ma main droite, donc je vais faire que d'utiliser ma main gauche. Ok, c'est une stratégie, mais c'est pas pour autant en fait que du coup je dois laisser ma main droite comme ça de côté. Tant qu'à faire, bah, il faudrait aussi quand même non seulement travailler la main droite, et puis peut-être que bah, dans certaines situations, je pourrais quand même en fait utiliser ma main droite et ça sera moins fatigant pour moi. In fine, en fait, à la fin de la journée, peut-être que le fait d'utiliser les deux mains, en fait, ça sera moins fatigant que juste d'utiliser la main gauche, parce que ça se trouve, ça va être plus fatigant. Ou par exemple, d'autres stratégies, surtout sur le plan attentionnel, euh, où en gros, donc c'est toujours important en fait quand même d'avoir le retour l'avis, on va dire, du professionnel par rapport à ces stratégies compensatoires. Euh, Ce que tu as dit aussi du coup, par rapport à l'importance en fait, du suivi, c'est que euh, même si en fait, prise en charge il y a,
et que du coup, c'est une prise en charge, par exemple, sur 10 séances, sur 15 séances, sur 20 séances, c'est jamais, comment dire, c'est jamais à l'encontre du patient. C'est toujours, en fait, enfin, que ce soit un bilan, que ce soit un suivi, normalement, c'est toujours pour mettre en avant, c'est pour aller dans le sens du patient. Donc, même si, en fait, on va mettre en avant des difficultés, bah, c'est pas du tout pour plomber le patient. Au contraire, en fait, c'est pour expliquer, du coup, éventuellement à son environnement, pourquoi l'enfant va être dans telle situation en difficulté et pourquoi il ne devrait pas être jugé comme les autres parce qu'en fait, il est vraiment en difficulté, donc ce n'est pas de sa faute s'il est en difficulté. Et là, pour le coup, en fait, c'est que je fais référence à bah, typiquement en fait, les échanges qu'on pourrait avoir avec éventuellement les autres professionnels ou alors l'école, parce que du coup, j'imagine que tu échanges aussi en fait, avec les écoles. C'est justement, en fait, c'est pour venir en appui aux parents en disant, bah voilà, l'enfant que je suis en séance, il présente vraiment tel profil, donc ce n'est pas de sa faute s'il n'arrive pas à faire ça, ce n'est pas de sa faute si il n'arrive pas à couper comme il le faudrait, s'il n'arrive pas à coller comme il le faudrait, s'il n'arrive pas à tenir son cahier proprement comme il le faudrait, c'est parce que vraiment en fait il va présenter une dyspraxie et qu'en fait il faudrait au contraire l'aider en apportant des aménagements pour qu'ils puissent faire exactement comme les autres élèves. Ouais. Donc en gros, c'est toujours dans le bon sens et c'est fait pour aider l'enfant et les parents. De toute Tu, façon, on est toujours du côté de l'enfant. Parce que ouais, tu sais, il y a des fois, je sais pas s'il y a, je sais pas comment dire, mais oui, des fois, les parents sont envoyés par l'école et du coup, ils ont comme une impression où on va être en fait du côté de la maîtresse en disant que l'enfant a un problème mais en fait, on sera toujours l'allié de l'enfant, quoi qu'il arrive. Donc, je pense qu'en fait, on marche main dans la main avec tout le monde. C'est juste que cette impression de, peut-être, tu sais, la réunion parents-prof où euh, l'instituteur annonce aux parents qu'il y a une difficulté, ce moment-là est toujours un peu mal vécu et mm, ils ont l'impression qu'il y a pas comme des tensions, mais tu sais, où en fait l'instituteur reproche quelque chose à la famille ou à l'enfant et du coup les parents savent pas trop où nous on va se positionner. Mais à ce moment-là, en fait, à Dubaï. Hmm. C'est comme ça aussi à Dubaï. Ah, mais je pense Ouais, que c'est comme ça partout. Parce que quel que soit, tu sais, moi, je vais pas que oui, dans hein. les écoles françaises, hein, mais à l'école américaine, système britannique, je pense système indien, système japonais, c'est tout Oui. le temps comme ça. Mais ça c'est vrai, c'est terrible en fait. Ouais, T'as vraiment l'impression que c'est l'école contre les parents, du coup, malheureusement, qui finissent par être contre l'école. Alors qu'en fait, en vrai, on travaille ensemble, on est tous là en fait ensemble pour le bien de l'enfant. Mais ouais, enfin moi, à chaque fois que j'assiste à une équipe éducative, on dirait que je vais à un procès et que je prends la casquette d'avocat. Euh, je viens en fait pour défendre le cas de l'enfant. Alors que, enfin voilà, on est tous là en fait normalement pour réfléchir à comment on peut faire ouais. pour aider l'enfant ensemble. Mais ça, c'est ouais, du coup, il faudrait aussi faire quelque chose du coup à ce niveau-là. Faudra- Oui, mais je pense que c'est des fois les parents qui sont en souffrance par rapport aux difficultés de leur enfant. La maîtresse qui est en souffrance parce que c'est vrai, elle a une classe entière à gérer. Et du coup, je pense que c'est ça qui amène où en fait les adultes viennent à ces réunions, ils sont un peu tendus en Oui. fait parce qu'ils vont devoir annoncer leurs difficultés, mais pas être remis eux en question. Parce que la maîtresse, elle n'a pas envie qu'on lui dise ah mais parce que vous adaptez pas assez, en gros vous faites mal votre travail. Et les parents n'ont pas envie qu'on leur dise vous éduquez mal vos enfants. Et donc ils arrivent chacun, tu sais, avec leur armure. Donc moi aussi quand je vais, j'ai l'impression que je vais devoir soit défendre quelque chose ou Mais ouais, calmer tout le monde. Mais bon, à chaque fois, tu sais, quand on parle de l'intérêt de l'enfant, je pense que tout s'apaise. bien sûr. Ben justement, en fait, c'est pour ça, effectivement, je pense qu'il y a vraiment, et c'est malheureux, hein, mais il y a tout à gagner, en fait, à faire appel à des professionnels qui viennent, justement, en fait, qui n'ont pas de parti pris, hormis Ouais. celui de l'enfant, hormis celui de l'intérêt de l'enfant. Mais sinon, voilà, les parents, en fait, on ne cherche pas forcément à aller dans leur sens, et l'école non plus, on ne cherche pas forcément à aller dans leur sens. On cherche à aller dans le sens de l'enfant, et en mettant les gens voilà, d'accord sur le fait que bah, voilà, il faudrait qu'on fonctionne tous ensemble, il faudrait qu'on travaille tous ensemble pour l'intérêt de l'enfant. Mais c'est vrai que c'est ouais, les équipes éducatives, c'est bientôt on ira avec un gilet pare-balles et ça part et, ouais, non,
Comment? Parce que là, je vois l'heure tourner. Et, Ah, mais moi, en fait, tu l'as dit dans tes stories, je veux voir du coup sur Mac. Et je veux que du coup, les gens voient. c'est vrai, Bah ouais, il doit il participer. dort. Il dort, je vais le réveiller. Je suis une mauvaise mère. Aïe, aïe, aïe. C'est normal, il faut quand même que du coup, sur Mac participe à la vidéo. Bien sûr. Et puis Avec Siamak, les animaux. voilà. Et puis Siamak a une petite expérience en psychomotricité. Parce que maintenant, il assure donc de la téléconsultation, c'est ça? Il fait de la C'est téléconsultation. ça. Et puis quand je l'ai eu, il avait, euh, il avait des problèmes de socialisation. C'est vrai. Et du coup, il a Ouais. travaillé tout ça avec lui. Voilà, il avait une inhibition psychomotrice. Il Ouais. se cachait dans un coin et il sortait pas pendant des semaines. Et Et comme puis quoi, bah, maintenant, là, tu vois, là, maintenant, là, tout va bien. Tu l'as même réveillé. Et en fait, tu vois, il n'est même pas de mauvaise humeur et non, ça tout va va. bien, quoi. Comme quoi. Peut-être que là, il se dit j'ai faim. Ouais, c'est possible. C'est possible. Et c'est tout. Voilà. Est-ce que, magnifique image. Euh, est-ce que autre chose que tu voudrais rajouter? J'ai l'impression d'avoir déjà pas mal parlé. Ouais, Et puis en plus, ouais, on a dit plusieurs fois, mais peut-être pas de la même manière. Voilà, on a fait passer le même message. Donc voilà, en tout cas, merci beaucoup de m'avoir invité sur, voilà, sur cette vidéo. Ce sera avec plaisir qu'on pourra en faire une autre. avec plaisir. Merci à toi. Merci à toi pour ta disponibilité. Merci à toi pour toutes ces explications. Du coup, comme ça, au moins, voilà, tu nous as aussi présenté un peu comment ça se passait, une prise en charge en psychomotricité. Et c'est important, je pense, en fait, voilà, comment dire, de mettre en avant comment ça se passe, le fait de ne pas avoir peur, d'aller vers une consultation, que c'est dans l'intérêt de l'enfant, que c'est pas parce qu'on fait une consultation que du coup ça, on s'engage sur tout plein de choses. C'est au moins l'avis en fait d'un professionnel sur les compétences de l'enfant. Et d'ailleurs, cette consultation peut amener éventuellement en fait à une réorientation vers un autre professionnel qui pourrait être plus spécialisé dans un domaine plus spécifique. Par exemple, le langage, bah, du coup, à ce moment-là, tu vas rentrer vers une orthophoniste. Et au moins, comme ça, voilà, on sait qu'on arriverait à cibler le plus tôt possible ce qu'il y aurait à travailler chez l'enfant. Et en même temps, aussi cibler tout ce qui va très bien, ses points forts, pour pouvoir Tout à fait. optimiser tout ça. Donc, ouais, merci à toi pour tout ça. Effectivement, on pourra faire d'autres vidéos sur d'autres thématiques. Euh, Si c'est bon pour toi, c'est bon pour moi. Ok. C'est bon. Alors, on dit au revoir à tout le monde. Ouais, au revoir à tout le monde. Prenez soin de vous. Bon courage à toi aussi, Justine. Parce que là, du coup, on est en période de confinement. Donc voilà, bon courage à tout le monde pour ces dernières semaines qui, je l'espère, vont se passer au mieux pour tout le monde. Puis on reste connecté. Et puis de toute façon, après, on reviendra voilà, avec d'autres Voilà. vidéos. Que tout En- le monde prenne soin de soi et se lave bien les mains. Exactement, c'est vrai. Ouais, ça, c'est ce que je dis à chaque fois. Tu sais, tu as le take care, stay home, enfin, stay safe, wash your hands, Wash your hands. ouais, and brush your teeth. Euh, très très important. Prenez soin de vous. À bientôt. Ciao. Ciao.